Au sommaire de cette édition, un groupe électrogène pour la RTG Bouloubinet, c'est un don du gouvernement guinéen. Cette machine de 250 kVA va éviter l'interruption des émissions suite à la coupure du courant de EDG. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela se trouve dans un état critique, sa santé ne s'améliore pas, le monde prie pour lui. Au sommaire encore, première édition du Tour cycliste de Conakry. Plus de 70 candidats prennent part à cette compétition sportive. C'est la Fédération guinéenne de cyclisme qui organise cette course avec l'appui de l'AGIPES. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 25 juin 2013. Le collège des facilitateurs s'active à résoudre les points de discorde au niveau de la CENI. Saïd Zinit et son équipe invitent les commissaires à renforcer la cohésion en vue d'organiser rapidement des élections législatives pour sortir la Guinée de cette longue transition. Voici le reportage de Saïd Mané Diallo. Le groupe des facilitateurs du dialogue interguinéen a rencontré ce mardi les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, aplanir les divergences qui existent au sein de électorale guinéenne et encourager un travail collégial du bureau pour que les décisions de l'institution reflètent désormais une volonté partagée par tous les acteurs. Ceci pour éviter toute contestation et rendre crédibles les différentes opérations du cycle électoral. Nous avons pensé venir aujourd'hui avec mes collègues facilitateurs, en tant que collège des facilitateurs, rencontrer le président, soutenu par les membres du bureau, pour d'abord faire le point des questions qui ont été discutées au dialogue et sur lesquelles il y a eu un accord. Donc pour faire le point un peu sur la mise en œuvre des conclusions du dialogue et qui ont fait l'objet d'un accord total. Et je dois dire que nous sortons de cette salle très rassurés par rapport à l'esprit de travail collectif qui prévaut au sein du bureau en particulier depuis la fin du dialogue, et nous sommes venus les encourager à travailler dans ce sens pour continuer leur travail, pour préparer les élections dans les meilleures conditions techniques possibles, dans des conditions irréprochables sur le plan technique et dans des conditions qui sont de nature à gagner la confiance des uns et des autres et surtout d'obtenir le consensus nécessaire autour des questions cruciales tenant liées au processus électoral pour que les élections aient lieu aussi rapidement que possible dans ces conditions et surtout dans des conditions de paix pour que la paix s'enracine dans ce pays et que les élections législatives aient lieu aussi rapidement que possible pour que la Guinée, ensemble, tous les Guinéens de toutes les régions, de tous les partis politiques se donnent la main pour mobiliser les ressources immenses de ce pays pour le bien-être des populations, en particulier de la jeunesse, qui ne demande qu'à travailler, qu'à servir, à condition qu'on lui donne un minimum de moyens. Et je crois que ces moyens, la Guinée peut les offrir si les conditions de stabilité sont garanties. Dans l'actualité encore, signature d'un contrat de désendettement et de développement de la Guinée auprès de la France. Cet accord prévoit l'ouverture de comptes bancaires à la Banque centrale de la République dans le cadre de l'utilisation des 171 millions d'euros annulés par la France. Boubacar Ba, explication. Le 25 octobre dernier, la Guinée a réussi à annuler 99,2% de sa dette, soit 656 millions de dollars. De ce montant, la France à elle seule a annulé 229,3 millions d'euros. Les 171 millions d'euros sur les 229 qui font l'objet de cette série de signatures sera également annulé comme prévu à travers un mécanisme appelé contrat de désendettement développement C2D. Ainsi, la France et la Guinée s'accordent sur un nouvel échéancier de remboursement de la dette par la Guinée. À ce niveau, la France s'engage à retourner le montant sous forme de subvention à l'État sur un compte bancaire logé à la Banque centrale pour financer des projets de développement du pays. Sur les 171 millions d'euros, 75 millions sont programmés entre 2013 et 2016 en faveur de 4 secteurs prioritaires. L'enseignement préuniversitaire pour 11 millions d'euros, l'agriculture 15 millions, le développement local 15 millions et la formation professionnelle pour 20 millions d'euros. Mieux,
En supplément de cette annulation, il a aussi été retenu que la France va accorder 14 millions d'euros à la Guinée au titre de l'aide budgétaire pour financer l'éducation pour 7 millions d'euros et l'assistance technique pour 7 millions. Compter sur le soutien de la France, non seulement dans la poursuite de ce processus de C2D, mais aussi dans le cadre plus large de notre coopération bilatérale qui se concrétisera prochainement dans un document cadre de partenariat que j'aurai plaisir à signer avec vous. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de voir de nouvelles collaborations, de nouvelles formes de collaboration. Ce nouveau départ sera suivi de jalons de plus en plus fructueux dans notre coopération. Le ministre des Finances s'est réjoui de la qualité du service et a encouragé le diplomate français à mieux renforcer la coopération entre Conakry et Paris. Le gouvernement guinéen ordonne la construction du chemin de fer reliant Kumbia d'Engawal à la préfecture de Bokeh. À propos, les responsables de la société Alliance Mining Commodité ont donné un point de presse ce mardi. C'est à la faveur de la signature de ce protocole d'accord. La société compte investir en Guinée 812 millions de dollars et prévoit près de 1200 emplois. Le point avec Nuhu Diallo. La société Alliance Mining Commodities vient de bénéficier de l'accord du gouvernement guinéen pour la réalisation des infrastructures du projet bauxite de Kumbia dans la préfecture de Gawal. Ce projet prévoit de transporter dès 2016 la première tonne de bauxite allant du site de Kumbia vers le pôle fluvial sur le Rio Nunez dans Bokeh. AMC a conduit le projet depuis 2006 de manière cohérente, dans le respect des règles et des accords avec l'État, en toute transparence, et a réussi, étape par étape, à franchir tous les obstacles, à relever les défis qu'on a rencontrés. On est raisonnablement confiant et on part sur un projet dont la faisabilité technique est aisée. Le coût de réalisation de ce projet est estimé à près de 812 millions de dollars américains pour une durée de 25 ans renouvelable. Avec ce contrat, une opportunité de 800 à 1200 emplois indirects et 500 emplois directs s'ouvre pour la jeunesse guinéenne. C'était 1% quand on a négocié notre convention, mais le nouveau code impose que 0,5%. Mais comme on a une réelle volonté de développer les communautés, lors de nos négociations qui ont déjà débuté, on a réitéré le fait qu'on voulait conserver nos 1% et ne pas les réduire à 0,5%. Pourtant, d'un point de vue financier, c'est à notre avantage de réduire les coûts. Mais on préfère garder ces 1% pour que la communauté guinéenne puisse bénéficier du projet. En 2016, la production de démarrage sera de 4 millions de tonnes. Elle passera à 10 millions de tonnes en 2018. La société prévoit d'indemniser les communautés à la base dans le respect des normes environnementales. Je le disais en titre, la RTG Bouloubinet vient de bénéficier d'un groupe électrogène de 250 kVA. C'est un don du gouvernement guinéen. La machine a coûté 654 millions de francs guinéens. La remise a eu lieu hier en présence du ministre de la Communication et des travailleurs de la RTG. Ce groupe électrogène va éviter l'interruption des émissions en cas de coupure du courant de EDG. Le reportage est signé de Mamadi Koma. La RTG Boulbinet a un nouveau groupe électrogène. Il va résoudre les multiples coupures de courant électrique dans ce média du service public. Un appui du ministère de la Communication engagé à améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires. Je suis très content qu'on soit arrivé à ce résultat. Je voudrais profiter pour remercier le président de la République qui a eu un regard bienveillant sur notre plan d'action. Remercier tout le gouvernement qui a soutenu ce plan d'action. Aujourd'hui, nous sommes contents que nous puissions, à travers ce groupe électrogène, mettre fin aux coupures intempestives de nos éléments à la télévision. Je voudrais demander très simplement, mais très fermement, à ceux qui sont chargés de ce groupe de mettre constamment présent à l'esprit que les temps ont changé. Ce n'est pas un groupe pour lequel il faut engranger des bénéfices.
Nous allons contrôler la consommation de carburant. Nous allons veiller à ce que le groupe soit entretenu comme il le faut. D'une capacité de 250 kVA, ce groupe électrogène a coûté 654 millions de francs guinéens. C'est un alternateur Leroy Sommer. Il est doté en plus de l'option démarrage automatique qui permet de lancer le groupe automatiquement dès qu'il y a une coupure de courant, une variation dans l'intensité du courant électrique de EDG. En plus, comme vous pouvez le constater sur le tableau, c'est un groupe complètement électronique. La clé a disparu, le démarrage est automatique avec des boutons et le suivi peut se faire sur un cadran visuel qui apparaît juste là, au niveau du capot central. Depuis quelques années, les travailleurs de la RTG Bulbiné attendent l'achat de ce groupe. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous remercions le ministère de la Communication et surtout le président de la République qui a eu la diligence, n'est-ce pas, de nous trouver ce groupe électrogène et qui va permettre, n'est-ce pas, à ces travailleurs dévoués de Bulbiné et de Koloma de pouvoir travailler peut-être à la longue 24 heures sur 24 puisque nous avons la volonté, nous avons le programme, nous avons la motivation. Ce nouveau groupe électrogène sera fonctionnel dans les prochains jours. 164 motos pour les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. C'est un financement du programme Éducation pour tous qui s'inscrit dans le cadre du fonds commun géré par la Banque mondiale. Par ce geste, le ministère de l'enseignement préuniversitaire entend dynamiser les programmes des écoles. Amadou Touré, reportage. 164 motos de marque Yamaha pour renforcer les capacités opérationnelles des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. C'est un financement de l'éducation pour tous EPT pour rendre performants les activités du suivi, encadrement et animation pédagogique dans les écoles du pays. En plus de ce qu'il y a comme véhicule au niveau des directeurs préfectoraux, nous sommes en train de, grâce au bailleur de fonds, grâce au gouvernement, nous sommes en train d'aller vers un appui réellement déconcentré pour que les services, les DSE puissent bénéficier d'engins les permettant de rouler, d'atteindre tous les élèves, d'atteindre toutes les écoles pour que soit fait réellement le suivi. Je voudrais remercier Monsieur le ministre, remercier les partenaires qui nous font ce geste et promettre que ces engins iront aux ayants droit, donc comme l'a dit Monsieur le ministre, et que le travail, engagé en leur nom, que le travail qui nous est demandé sera fait correctement. Ces motos d'une valeur de plus de 3,5 milliards de francs guinéens viennent compléter le premier lot de motos offertes par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique aux 517 délégués scolaires de l'éducation du pays pour une bonne gestion des ressources humaines. La problématique de logement à Conakry, les citoyens éprouvent des difficultés pour trouver une maison d'habitation. C'est un véritable casse-tête. Pire, les propriétaires des maisons ne font qu'augmenter le prix des loyers. C'est du moins le constat de notre reporter Abdelaziz Baldé. À l'approche de grandes pluies, trouver un logement à Conakry reste un véritable parcours de combattants. Nombreux sont les citoyens qui passent plusieurs mois à la recherche d'une chambre, d'un appartement, d'une maison, bref, un logement. Moi maintenant, oui moi, deux chambres je ne vais pas trouver. Je ne comprends pas entre les démarcheurs et les propriétaires de maisons, qu'est-ce qui ne va pas entre eux. On va chez les démarcheurs, ils nous disent 2 ans et demi, une année d'avance. Que sorte aux acquis de démarcheurs. Des personnes désireuses d'obtenir un logement se disent choquées par le comportement de certains courtiers évoluant dans l'immobilier, plutôt porte pas à la part du gain. De l'obtention de location ne provient pas des démarcheurs. Cela provient de l'État parce que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ne construit pas. Normalement, dans les autres pays, c'est l'État qui construit des logements, ils le mettent à la disposition de la population pour la location. Il y a beaucoup de familles, il n'y en a pas rien pour les manger. Si se trouvait quelqu'un qui voulait une maison, si vous voulez une maison, moi je demande un an d'avance. Chambre salon, 350. Une seule chambre, 175 000. Comme on le constate, c'est une affaire qui concerne sans nul doute un bon nombre de Conakrykas. À quelques jours du mois du Ramadan, les citoyens lancent un appel au gouvernement à travers le ministère de l'Habitat pour réglementer le secteur et faciliter l'acquisition des logements à Conakry.
L'autre temps fort de cette édition, un magasin de stockage pour les paysans de Zérékoré. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme national d'appui aux acteurs de la filière agricole. La stratégie vise à former les paysans aux techniques de stockage des produits agricoles. Moussa Bangora. Un magasin de stockage pour les membres de la FEREPA de la sous-préfecture de Yalanzou dans la région de Nzérékoré. C'est un geste du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Ces infrastructures devraient améliorer le rendement de cette fédération à caractère agricole. Former les gens pour mettre ces trucs en place, ça c'est déjà un acquis pour nous, habitants de la forêt, pour nous, Guinéens. J'ose espérer que les paysans feront de ça un bijou. C'est-à-dire, je veux parler de la pérennisation, car il ne s'agit pas de construire, mais il faut savoir entretenir. Ces paysans bénéficient également des formations en technique de production agricole. Le coût du projet est estimé à plus de 200 millions de francs guinéens. Nous remercions sincèrement le MAFA pour ses appuis. Et nous nous engageons devant tous les bailleurs que nous allons bien gérer ces infrastructures dans l'intérêt de la communauté. Dans cette région de la Guinée, l'agriculture est la principale activité des populations. Avec la réalisation de ces infrastructures, ces paysans pourront mieux qualifier les prestations de la Fédération régionale des planteurs de palmiers à huile et d'EVA de la Guinée forestière. À Conakry, l'atelier national de validation de l'étude sur la revue des filières bétail, viande et lait a pris fin. La rencontre avait pour objectif de faire participer les acteurs des filières concernées à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et projets de développement du secteur de l'élevage. Le point avec Cheikh Sankan. Cet atelier constitue pas dans la mise en œuvre du projet. Il interpelle le cas des acteurs des filières bétail, viande et lait à des réflexions soutenues dont l'aboutissement devrait être la mise en place d'une véritable démarche pour réaliser le plein potentiel de production et la valorisation optimale des chaînes de valeur du bétail, viande et lait. Le programme régional d'investissement agricole, PRIA, a été formulé comme un plan stratégique à moyen terme pour la sous-région ouest africaine, dont la mise en œuvre est prévue entre 2010 et 2015. L'élevage est la deuxième activité du secteur rural après l'agriculture. Il concerne en Guinée plus de 300 000 familles d'éleveurs et procure des revenus à plus de 30% de la population rurale. Aussi, il contribue au PIB agricole à hauteur de 21% et au PIB national à 4,6%. Le représentant de la FAO a invité toutes les parties prenantes à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. La CEDEAO a élaboré une politique agricole commune dont la composante élevage a, comme un des principaux objectifs, la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations en dehors de la région d'aliments d'origine animale. Cette rencontre de validation de l'étude sur la revue des filières bétail, viande et lait et instruments de politique en Guinée est le meilleur moyen pour résoudre les problèmes qui se posent aux acteurs des filières bétail, viande et lait en Guinée. L'abus et le trafic de drogue inquiètent les autorités guinéennes. Elles comptent mettre à profit la journée mondiale de lutte contre la drogue, une journée qui sera célébrée demain pour sensibiliser la population, surtout la couche juvénile, sur les méfaits liés à la consommation des stupéfiants. À l'occasion, le secrétaire général adjoint a fait une déclaration. Safia Tokone me fait le point. Demain, 26 juin, est la journée mondiale de lutte contre la drogue. La Guinée, notre pays, à l'instar des autres, célèbre cette journée sous le thème « Les nouvelles substances psychoactives, vivez en bonne santé sans drogue ». Ce jour est un rappel des objectifs que se sont fixés les États membres. Force est de reconnaître que la mise en œuvre effective de ces activités est subordonnée à la dotation du comité interministériel de lutte contre la drogue, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et l'Office central antidrogue de budget de fonctionnement conséquent. Ce qui permettait, entre autres, l'installation et l'opérationnalisation des comités régionaux, préfectoraux et communaux de lutte contre la drogue, ainsi que des antennes de l'Institut et de local sur tout le territoire national.
Instituée en 1987 par la résolution 4212 de l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée sera l'opportunité d'incinérer d'importantes quantités de drogue saisies. C'est également le lieu de féliciter tous les services en charge de la lutte contre la drogue en Guinée, qui en dépit de la faiblesse de leurs moyens, des obstacles de tout genre et des risques de la vie des acteurs, ô combien exposés, n'ont en fait rien ménagé pour bouter hors d'état de nuit les narcotrafiquants et leurs complices, mais aussi pour éloigner à notre chère nation, avec tact et stratégie moderne, les démons de la drogue. Et puis soutenir le programme du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et dynamiser les actions du RPG Arc-en-Ciel dans le pays. C'est l'ambition que se fixe le directoire de campagne du parti. Le quartier Antamarché a organisé à cet effet une cérémonie qui a mobilisé les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Alcénie Pascaldine était de la partie. Présenter le panorama politique du directoire de la zone 7 du RPG Arc-en-Ciel de Antamarché, tel est l'objectif de cette rencontre d'information et de sensibilisation sur le projet de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé, composé des sections des quartiers de Tombolia, Anta et Tombolia Plateau. Le bureau du directoire de la zone 7 se fixe pour ambition d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel pour la victoire aux prochaines échéances électorales. Nous avons sollicité n'est-ce pas, prendre le devant des choses pour que, n'est-ce pas, avant même la campagne, avant le début de la campagne, pour que nous essayons, n'est-ce pas, d'installer toutes nos structures du sommet à la base. Impressionné par la qualité de la mobilisation et surtout de l'esprit de paix qui ont caractérisé cette rencontre, le porte-parole du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et autorités communales ont exprimé leur satisfaction sur le choix porté sur Malik Sankon de parrainer le directoire de campagne de la zone 7. En choisissant cet homme comme parrain de la zone 7, je pense déjà qu'un pari est gagné dans la commune de Matoto. C'est là aussi pour moi une réjouissance toute particulière de savoir déjà que le train qu'on a mis sur les rails avec ses wagons, la locomotive vient de démarrer ce soir à Tombolia. Celui qui veut aider le professeur Alpha Condé, il n'a qu'à intégrer les structures du RPG Arc-en-Ciel. Dieu nous a créés, il nous a donné la terre commune qu'est la Guinée. Cette terre, elle est à nous. Nous devons la préserver. Nous devons tout faire pour qu'il y ait l'harmonie. À la fin de la cérémonie, des prières et bénédictions ont été dites en faveur du progrès et développement harmonieux de la Guinée. En plus bref, sous la présidence d'honneur du Hadja Jean-Martin Cissé, premier secrétaire général de l'Organisation panafricaine de la femme, le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance célèbre le 51e anniversaire de l'EPF sous le thème 50 ans après la création de l'Organisation panafricaine de la femme, quelles sont vos attentes? En Guinée, les festivités se dérouleront du 1er au 31 juillet 2013 autour du thème national la femme guinéenne artisane de la paix. Au programme séance de lecture du Saint-Coran et de prière à la grande mosquée Faïsal et à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, journée de dialogue entre les femmes et les leaders des 4 blocs politiques à la case de Bellevue, conférence et table ronde sur l'Organisation panafricaine de la femme, la paix et les violences faites aux femmes et filles à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À cette heureuse occasion, le ministère d'État des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance s'est compté sur la mobilisation des leaders des partis politiques et des organisations de femmes en vue de conférer à l'événement un éclat particulier. Le séminaire d'initiation des jeunes à la littérature s'achève, c'est donc achevé à Koya. La maison d'édition Gandal a choisi cette localité pour stimuler le génie créateur des stagiaires. La démarche vise à préparer une nouvelle génération d'écrivains guinéens. Alia Kamara, reportage.
Chacun de ces jeunes a un don et c'est cela le critère qui a valu au recrutement des 10 stagiaires pour participer à cet atelier. Une formation pour réveiller l'écrivain qui sommeille en eux par l'apprentissage des fondamentaux de l'écriture. L'édition Gandal estime qu'à cet âge, les adolescents ont des choses à raconter, soit leur vécu quotidien ou leurs rêves. J'ai d'abord compris le goût des jeunes puisque nous écrivons des romans pour jeunes. On pensait qu'écrire un roman, c'était commencer et puis terminer directement, c'est-à-dire commencer par A et terminer par Z. Mais j'ai compris que quand on découpe son synopsis et que nous ayons des chapitres, on peut vraiment bien commencer. Dès le retour, on doit se mettre sur ça, à écrire, à chercher quelqu'un pour corriger, à discuter avec les animatrices, mais par Internet. Chaque stagiaire dispose donc d'un synopsis et de conseils nécessaires pour écrire son histoire, soit 10 livres à paraître très prochainement. Même si le support papier a tendance à disparaître et que 95% des adolescents alphabètes se sont rabattus sur la facilité offerte par l'Internet, le plus important est d'écrire pour s'exprimer. Il y a très peu de livres qui parlent d'eux dans le contexte guinéen, écrits en Guinée. On a quelques livres écrits en Afrique qui circulent difficilement d'un pays à l'autre et on a beaucoup de livres écrits en France mais qui ne vont pas renvoyer aux problèmes spécifiques que les enfants rencontrent ici. Ils sont plus prêts à s'intéresser vraiment de façon active à cette tranche de lecteurs qui n'est pas beaucoup servie dans la littérature guinéenne aujourd'hui. Donc je suis heureuse de l'éventualité de voir une pépinière. La formatrice camerounaise, écrivain elle-même et fille du grand littéraire Francis Bébé, estime en outre que l'avenir de la littérature africaine dépend d'une bonne initiation des jeunes à l'écriture. Cérémonie de réjouissance en faveur des enfants, c'est une initiative de l'émission Bonne Cuisine, un partenariat avec l'Observatoire de défense des droits de l'enfant. Il s'agit d'encourager les parents à respecter les droits de leurs enfants. Le reportage de Moussa Bangoura. L'émission Bonne Cuisine de la RTG Coloma en partenariat avec l'Observatoire de défense des droits de l'enfant multiplie leurs efforts pour éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes à travers cette cérémonie de réjouissance à l'occasion du mois de l'enfant. La démarche vise à amener les parents à respecter les droits de leurs enfants par l'abandon de toute forme d'exploitation et de violence. Nous voulons inviter tous les parents à initier les enfants, surtout les petits garçons, à la lecture, et ne pas employer les enfants qui sont des marchands ambulants dans Conakry. Ils sont pleins dans Conakry, ça fait mal. Il faut occuper les enfants. Arrêtons d'exploiter les enfants. C'est une façon de l'esclavage moderne. Ce qu'on est en train de faire ce soir, offrir à manger, à boire, des jouets aux enfants qui soient ensemble, les enfants déshérités et d'autres enfants issus de milieux aisés, qui soient tous ensemble pour que les autres ne se sentent pas délaissés du moins. Cette soirée récréative a été une opportunité pour les autorités et quelques personnalités du pays d'offrir des cadeaux aux tout petits, cela pour commencer les vacances en beauté. Des récitals, des défilés de mode suivis de la prestation des artistes vedettes de la place ont meublé la cérémonie. Et puis ce communiqué du Haut Commissariat à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration qui vient de nous parvenir dans le cadre de la mise en place d'une école nationale de l'administration en Guinée. Le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration organisera dans ses locaux, si à l'ex-ENIPRA, une réunion d'échange d'informations sur l'état d'avancement des travaux du projet École nationale d'administration et sur la note stratégique de l'étude de mise en place de cette institution de type ENA sont conviés donc à cette réunion d'échange prévue le mercredi 26 juin 2013 à 10h. Les cadres des départements ministériels ci-après, secrétariat général à la présidence de la République, le chef de cabinet, primature, le conseiller chargé de la gouvernance administrative
ministère du Travail et de la Fonction publique, le secrétaire général et le directeur du CPA, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le secrétaire général et le directeur du centre de formation en administration territoriale, ministère de la Justice, le secrétaire général et le directeur du centre de formation judiciaire, ministère de l'économie et des finances, le secrétaire général et le directeur national des investissements publics, ministère délégué au budget, le secrétaire général et le directeur national du budget, ministère du plan, le secrétaire général et le directeur national des investissements publics, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, le secrétaire général, ministère de l'urbanisme, habitat et construction, le secrétaire général, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le secrétaire général et le recteur de l'université de Somphonia, ministère de la coopération internationale, le secrétaire général. Étant donné l'importance du sujet à débattre, le commissaire à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration s'est compté sur la présence de tous les cadres invités et à l'heure précise, le commissaire à la réforme de l'État et la modernisation de l'administration, M. Sékou Kourouma. Dans l'actualité africaine et internationale, en Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela se trouve dans un état critique. Sa santé ne s'améliore pas. Le monde prie pour lui. L'Afrique retient son souffle comme nous montrent ces images. Regardez. Dans le Mandela Tour, la maison de Soweto est une étape obligée. Ce bâtiment de briques fut le premier vrai domicile du héros national. Il y vécut avec sa première femme Evelyn Mays, puis avec Winnie Mandela, avant son entrée dans la clandestinité et son arrestation. Les murs portent encore les stigmates de la répression policière. Cela me fait de la peine, surtout pour les enfants, la façon dont ils ont grandi. Ils étaient toujours enfermés dans la maison pendant que dehors, les balles sifflaient. La plupart du temps, ils vivaient sans leurs parents. Dans cet intérieur où chaque objet de la vie quotidienne a été conservé avec dévotion, des visiteurs du monde entier et des Sud-Africains de toutes les couleurs de peau viennent se recueillir. Cela m'inspire beaucoup de savoir que c'est là qu'il a fait ses débuts. Et ce sont les circonstances dans lesquelles il a lutté pour la liberté politique, pour son peuple et pour le futur de l'Afrique du Sud. Le quartier d'Orlando, où se situe la maison, est déjà un haut lieu d'attraction touristique. Dans le centre-ville de Johannesburg, face au palais de justice, l'immeuble où Nelson Mandela et Oliver Tambo ont ouvert le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud est également en passe de devenir un musée. Devant une sculpture de Mandela en boxeur, un père et son fils prennent la mesure du grand homme et de ce qu'il représente. Une part très importante de notre histoire et de notre pays aujourd'hui. Je pense que sans cet homme, les choses auraient pu très mal tourner pour beaucoup de gens. Un détour par l'ancien township d'Alexandra permet de découvrir l'endroit où Nelson Mandela, tout juste arrivé de sa province natale, y louait une petite chambre. C'est possible de visiter ? Non, c'est privé, excusez-moi. Le président Jacob Zuma a planté un arbre et promis d'en faire un lieu de mémoire. Enfin, la ferme de Lilies Leaf entre Johannesburg et Pretoria, ancien QG de la branche armée de l'ANC, où Nelson Mandela a passé quelques mois dans la clandestinité, est un magnifique musée interactif. Autant de moments de sa vie qui, pour les Sud-Africains, sont les étapes d'un long chemin vers la liberté. Le président des États-Unis d'Amérique est attendu au Sénégal. La visite de Barack Obama suscite de l'engouement et d'espoir chez les Africains. L'île de Gorée est en fête. Suivez ce reportage. Gorée est déjà sous haute surveillance. L'île située au large de Dakar doit accueillir jeudi le président américain qui entame sa tournée africaine par le Sénégal. Cependant, sur l'île, cette visite suscite beaucoup de réserves au sein de la population. En effet, le passage du président George Bush ici en 2003 n'a pas laissé que de bons souvenirs. Les habitants avaient été tirés de leur sommeil et parqués sur un terrain de football jusqu'au départ du président américain de l'époque. Je ne suis pas content de la visite d'Obama parce que si son arrivée doit créer toute cette tension sur l'île, ce n'est pas la peine de venir. Si j'étais à la place des Goréens, j'aurais ignoré complètement son arrivée pour montrer aux Américains que ce qu'ils font aux Goréens lors de ce genre de visite, ce n'est pas joli et c'est injuste.
L'esclavage a duré 3 siècles et demi sur cette île. Nous vivons dans des bâtiments qui résonnent toujours du son de l'esclavage. Donc tout ce qui nous rappelle cette époque nous met mal à l'aise. Certains habitants de Gorée envisageraient d'ailleurs de quitter l'île le temps de la visite d'Obama. Le maire de Gorée est monté au créneau pour rassurer ses administrés. Ce qui est important à retenir, qui a été clairement précisé par donc les autorités américaines, c'est qu'ils souhaitent une visite plus soft, plus cool, comparé à ce qui s'est passé il y a quelques années et qui a dû traumatiser particulièrement les Goréens qui ont eu le sentiment de retourner à la situation antérieure d'esclavage puisqu'ils avaient été parqués, qui n'avaient pas pu, pour certains, accéder à leur maison ou bien circuler librement. Sur l'île de Gorée, il y a un lieu symbolique qui retiendra toute l'attention lors de la visite du premier président noir américain, la Maison des Esclaves. Barack Obama y rendra un hommage aux enfants d'Afrique qui ont emprunté la porte du non-retour lors de la traite négrière. Et puis sport, avant de refermer cette édition, la Fédération guinéenne de cyclisme, en collaboration avec l'AGIPES, vient d'organiser la première édition du Tour de cyclisme de Conakry. Plus de 70 candidats ont pris part à cette compétition sportive. Kadiatou Traoré nous fait le résumé de cette course. Regardez. Ce tour cycliste de Conakry, doté du trophée de la paix et de la réconciliation, a mobilisé plusieurs athlètes motivés pour la cause. Organisée par la Fédération guinéenne de cyclistes en collaboration avec l'AGIPES, cette manifestation sportive était placée sous la présidence d'honneur du gouvernement, qui a d'ailleurs fait un don de 200 vélos à la Fédération à la veille. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le sport guinéen. Aujourd'hui, c'est le point de départ du réveil définitif du cyclisme en Guinée. Nous vous promettons, à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout pour que le cyclisme guinéen serve en Afrique et sur le plan mondial. L'organisation de ces tours cyclistes de Conakry, selon le président de la fédération, rentre en droite ligne des préoccupations des Guinéens, qui aujourd'hui aspirent à la paix et au développement. Les cyclistes ont parcouru près de 20 km avant de revenir à l'esplanade du stade du 28 septembre. Le soir, dans la main d'un ministre, 200 vélos professionnels. Pour la première fois, on est vraiment satisfait de notre compétition. Pour nous, il est l'un des meilleurs ministres. Vivement donc la prochaine édition pour qu'enfin le cyclisme guinéen évolue et devienne représentatif. Kadiatou Traoré, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.